La crise de 29, elle a débouché sur le nazisme en Allemagne, mais elle a débouché sur le Front populaire en France. Il n'y a pas de fatalité, nous pouvons l'emporter. Nous avons réussi à nous mettre d'accord. Donc, en 24 heures, on est revenu à l'union et on a créé une nouvelle formule politique. J'insiste, nouvelle, le nouveau Front populaire. Un front, c'est l'unité, et en réalité, les gens ont envie d'unité, ont besoin d'unité, ont un réel désir d'unité. Ça renvoie à un épisode important, très important, fondamental de l'histoire de la gauche. Tous les jours, dans toutes les villes de France, les rassemblements d'extrême droite dégénèrent. Les blessés se comptent par centaines. Suite à ce coup d'État raté et cette tentative manquée de coup d'État fasciste, lancé par les ligues d'extrême droite, le 6 février 1934, et qui va donner la réaction du mouvement ouvrier, du mouvement syndical. Le 12 février 1934, militants communistes et socialistes se rejoignent dans un même cortège, malgré les différents politiques qui les opposent. Et ça va provoquer une espèce de grande peur du patronat. Alors que la crise des années 1930 ébranle le monde, la France porte au pouvoir en 1936 une coalition de gauche, le Front populaire. La réduction du temps de travail de 48 à 40 heures, 2 semaines de congés payés contre 0. Et donc le Front populaire, d'une certaine manière, c'est aussi tout ça, en quelque sorte, qu'il faut englober dans cette séquence. C'est la puissante combativité ouvrière. Et il faut savoir que les classes possédantes, les classes dominantes, si on ne pousse pas l'avantage quand on le peut, elles reprennent l'initiative dès que c'est possible. Je suis Hugo Paletta, je suis sociologue, maître de conférence à l'Université de Lille. Je suis co-directeur de publication de la revue Contretemps et j'anime un podcast sur les questions de fascisme et d'antifascisme qui s'appelle Minuit dans le siècle pour le site Spectre. Alors ma sensation quand j'ai vu effectivement cet appel à constituer un front populaire, c'est que c'était une initiative très habile pour différentes raisons, mais notamment parce que ça se prête à plusieurs appropriations, plusieurs usages en fait, ce qualificatif de front populaire. Il y a d'abord l'usage le plus pratique pour des gens qui n'ont pas forcément les références historiques, qui est que un front, c'est l'unité, et en réalité les gens, et notamment les classes populaires et tous ceux qui subissent la situation actuelle, ont envie d'unité, ont besoin d'unité, ont un réel désir d'unité, qu'on soit tous unis contre notamment les politiques de Macron ou contre l'extrême droite. Et puis populaire, évidemment, l'idée d'être ancré dans les classes populaires, dans les classes qui souffrent le plus de la situation. Et puis il y a pour ceux qui ont le cœur à gauche d'une certaine manière et qui ont une culture politique et historique ancrée dans la gauche, le Front populaire, ça renvoie à un épisode important, très important, fondamental de l'histoire de la gauche, qui est l'épisode en gros qui va de 34 à 36 ou 38, disons, et qui a vu une série notamment de conquêtes sociales, mais aussi démocratiques importantes pour les travailleurs, les travailleuses, notamment les congés payés, la réduction du temps de travail, etc. Les situations historiques sont toujours singulières et je pense qu'il ne faut pas abuser des analogies historiques, mais les années 30, effectivement, nous ramènent en quelque sorte à aujourd'hui par certains aspects. Il y a d'abord le fait que nous vivons depuis assez longtemps en France dans le cadre d'une crise politique dont, en quelque sorte, nous sommes entrés dans une phase aiguë avec la dissolution de l'Assemblée nationale. Et c'était également le cas dans les années 30 en France, notamment suite à ce coup d'État raté et cette tentative manquée de coup d'État fasciste, lancé par les ligues d'extrême droite, le 6 février 1934, et qui va donner la réaction du mouvement ouvrier, du mouvement syndical, de la gauche, dans ses différentes composantes, notamment socialistes et communistes, après le 6 février, notamment lors des manifestations importantes du 9 février 34 et la manifestation unitaire du 12 février 34. Donc il y a d'abord cet aspect de crise politique. L'autre aspect, c'est évidemment la crise économique et sociale qui avait commencé en 29, le krach de 29, et qui, produit ses effets surtout à partir de 31 en France. Et donc il y a une crise économique, un appareil économique qui est pas à l'arrêt, mais qui est en ralentissement en quelque sorte, et une crise sociale avec du chômage, avec des salaires trop faibles, etc. Et alors évidemment, il y a aussi l'idée de montée de l'extrême droite qui est très présente dans les années 20 et 30. Il faut savoir que l'Italie est fasciste depuis une douzaine d'années en 1934. Hitler vient de prendre le pouvoir
l'année précédente, en janvier 1933, et il y a cette tentative de coup d'État lancée par les ligues d'extrême droite en février 34. En février 34, c'est aussi l'insurrection de Vienne contre les austrofascistes, etc. Donc c'est vraiment un climat qui est très marqué par la montée des extrêmes droites, qui prend des formes peut-être plus violentes qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est sans doute plus électoral, cette montée, mais il y a cette analogie qui est assez évidente, avec également la montée d'une xénophobie anti-immigrée, notamment, de l'antisémitisme, qui va être très présent dans l'expérience de Front Populaire contre le chef du gouvernement de Front Populaire, Léon Blum, la montée du militarisme à l'échelle européenne et sans doute mondiale. Et un dernier aspect, c'est le fait qu'à cette époque-là, on est dans une situation similaire dans le champ politique, c'est-à-dire qu'il est tripolarisé, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une gauche composée du Parti socialiste, on l'appelle la SFIO, la section française de l'Internationale ouvrière, le PC d'un côté, et puis un parti central qui est le Parti radical, qui a des composantes de gauche, de centre et de droite, et puis une droite nationale conservatrice, avec des branches antisémites, d'extrême droite, etc. Et on retrouve ça aujourd'hui, donc avec les trois blocs, et d'une certaine manière, la séquence 34-36, et on peut penser qu'aujourd'hui, c'est peut-être ça qui va se passer, en tout cas dans les années 30, a conduit à une bipolarisation, à une rebipolarisation de la vie politique autour d'une opposition, donc binaire, droite, gauche, et en plus une gauche plutôt dominée par sa gauche, c'est-à-dire par les partis qui se reconnaissaient à l'époque dans le marxisme, aussi bien le PC que les socialistes. Le Front populaire, c'est vrai que quand on y pense, on pense essentiellement à la coalition électorale qui a rassemblé les socialistes, la force qui va devenir dominante à ce moment-là, les communistes, qui progressent énormément justement en 1936 par rapport aux élections précédentes, ils passent de 10 à 72 députés, et puis les radicaux, qui ont été longtemps le parti dominant dans la Troisième République, donc qui va des années 1870 à 1940, mais qui sont en régression parce que notamment ils ont accepté des politiques qui ont défavorisé leur clientèle électorale dans les années précédentes, qui sont les classes moyennes. Bon. Mais en fait, le Front populaire, il émerge de la réaction au 6 février 34. C'est-à-dire, il émerge dans le sentiment qu'ont les masses, et notamment le peuple de gauche, d'une certaine manière, les classes populaires influencées par les communistes, les socialistes, mais aussi par les radicaux, que le fascisme monte et qu'il faut lui faire obstacle. Et pour ça, il faut l'unité. Et c'est très intéressant de voir que la réaction au 6 février 34, au départ, les partis sont divisés. Le mouvement syndical, à l'époque, est divisé entre la CGT réformiste et la CGT-U, qui était une scission à gauche en 1921, donc dominée par les communistes. Et donc, il y a cette division de la gauche, cette division du mouvement syndical, et en fait, les masses et les travailleurs, les travailleuses vont pousser, vont obliger en quelque sorte leurs dirigeants à s'unir. Il y a cet épisode inoubliable de la manifestation du 12 février 34 où il y a deux cortèges du côté du cours de Vincennes à Paris, et d'un côté les socialistes et les communistes, et en fait, tout le monde se demande parce qu'ils n'arrêtaient pas de s'embrouiller, y compris physiquement, politiquement évidemment, mais dans les années précédentes, et tout le monde se demande ce qui va se passer quand ils vont se rejoindre les deux cortèges place de la Nation, et en fait, il y a des cris qui partent sans doute des deux côtés pour l'unité. À bas le fascisme, unité, 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 qui sont des cris adressés à chacun des cortèges respectifs, mais aussi à leurs dirigeants d'une certaine manière. Et donc, dans les 2 années qui vont suivre, les dirigeants socialistes et communistes vont en quelque sorte réussir à s'unir, intégrer au Rassemblement populaire le Parti radical et parvenir à une victoire électorale au printemps 1936. Le printemps 1936, c'est aussi un des plus grands mouvements de grève, avec mai-juin 68, un des plus grands mouvements de grève de l'histoire sociale française. Sans doute le deuxième plus grand. Il va y avoir 2 millions de grévistes et surtout des grèves très radicales qui commencent au Havre, qui commencent en province, au Havre, à Toulouse, et qui ensuite vont essaimer, notamment en région parisienne, après une manifestation le 24 mai 1936, qui est la manifestation en souvenir de la Commune de Paris, donc la montée au mur des Fédérés, avec, il faut imaginer, 600 000, on dit, en tout cas dans les histoires, 600 000 personnes, essentiellement des travailleurs et des travailleuses, qui vont rendre hommage à la Commune de Paris. Dans les jours qui suivent cette manifestation énorme, il va y avoir un puissant mouvement de grève avec occupation d'usines dans l'industrie automobile, dans la métallurgie, dans les grandes entreprises, mais aussi dans les petites et moyennes entreprises. Et ça va provoquer une espèce de grande peur du patronat. Et ça, c'est en quelque sorte juste après la victoire électorale du Front populaire, qui ne prend pas tout de suite effet. C'est-à-dire que Blum ne va pas encore tout de suite prendre le gouvernement. Il faut laisser le mandat de la précédente Assemblée se terminer. Et il arrive au pouvoir début juin. Et il va en quelque sorte mettre fin au mouvement qui va continuer encore jusqu'à juillet. Mais progressivement, il va y avoir un reflux du mouvement de grève.
suite aux conquêtes, puisque les accords de Matignon signés par Blum avec le patronat et les syndicats réunifiés d'ailleurs, puisqu'il y a aussi la réunification syndicale en 1936 entre la CGT et la CGTU, mais donc il y a des accords de Matignon qui actent un certain nombre de conquêtes sociales, la réduction du temps de travail de 48 à 40 heures, 2 semaines de congés payés contre 0, des libertés syndicales, par exemple l'élection de délégués du personnel dans toutes les entreprises de plus de 10 salariés, le droit de faire grève sans que le patronat puisse ensuite prendre des sanctions, les contrats collectifs qui vont s'appeler ensuite les conventions collectives qui permettent aux travailleurs de ne pas être isolés dans la négociation de son contrat de travail et donc de soumettre le patronat à un certain nombre de règles dans tous les secteurs professionnels. Et donc le Front populaire, d'une certaine manière, c'est aussi tout ça en quelque sorte qu'il faut englober dans cette séquence, c'est la puissante combativité ouvrière, des travailleurs, des travailleuses, des classes populaires au sens large, et puis cet accord électoral qui va donner un gouvernement de gauche en 1936. Effectivement, le Front populaire, c'est une victoire par bien des aspects. C'est une victoire électorale, d'abord, assez fragile en réalité parce que la coalition dépendait beaucoup de sa composante de droite, même si le Parti radical dont j'ai parlé était en déclin, il était le pivot en quelque sorte de la coalition parce que il pouvait s'allier effectivement à gauche avec les socialistes et communistes, mais il pouvait aussi s'allier avec la droite, ce qu'il avait déjà fait dans les années précédentes. Donc il était un peu l'arbitre de cette coalition. Aujourd'hui, on peut se demander si le Parti socialiste ne pourrait pas jouer ce rôle-là en quelque sorte, si jamais effectivement ce nouveau Front populaire venait à l'emporter. Donc c'est un certain nombre de victoires, des victoires électorales, des victoires sociales, les conquêtes dont j'ai parlé, mais c'est aussi une défaite. Au final, en 1938, en gros, on oublie, on efface en quelque sorte le Front populaire. Le Parti radical arrive au pouvoir allié avec la droite, remet en cause une grande partie des conquêtes de 1936 et si on va même encore plus loin, le Front populaire n'est pas parvenu à empêcher l'instauration ensuite d'une dictature qui a été le régime de Vichy. Donc ça a été une réponse qui a été provisoirement victorieuse à la montée du fascisme, mais qui a été sur la durée, qui a été défaite. C'est une victoire-défaite, comme disait le philosophe Daniel Ben Saïd. Alors les limites, c'est la première et qui me semble la plus importante, c'est que c'est un gouvernement qui ne s'est pas appuyé en quelque sorte sur la combativité ouvrière. C'est-à-dire que la combativité s'est manifestée en mai-juin 1936 à travers ce grand mouvement de grève avec occupation que j'ai évoqué, mais en quelque sorte son objectif initial, ça a été de dire bon, il faut que vous retourniez à vos occupations. Nous, on va s'occuper des choses sérieuses, quoi. Y compris le Parti communiste. Il y a cette phrase célèbre de Maurice Thorez il faut savoir terminer une grève quand on a obtenu satisfaction. Et donc, plutôt que de pousser en quelque sorte son avantage face à un patronat qui était désorienté, démoralisé face à cette combativité et qui savait pas trop sur quel pied danser, on a cherché une posture de négociation et en quelque sorte, on n'a pas cherché à s'appuyer pour aller encore plus loin et obtenir encore davantage, sans doute, face à un patronat qui était sur le recul. Et il faut savoir que les classes possédantes, les classes dominantes, si on ne pousse pas l'avantage quand on le peut, elles reprennent l'initiative dès que c'est possible. Et c'est ça qui va se passer dans les mois qui vont suivre. Déjà fin 1936 et en 1937, le rapport de force politique et social commence à changer en France, même si il y a encore des grèves et des mobilisations, etc. Bon. Donc la dynamique militante par en bas est très importante pour faire qu'une expérience de gauche puisse être réellement victorieuse et durablement victorieuse. Le deuxième aspect, c'est le fait que le gouvernement de Front populaire a déçu sur toute une série d'aspects. Et en particulier, sur une question qui nous importe aujourd'hui, en pleine guerre de nature ou potentiellement génocidaire à l'égard du peuple palestinien à Gaza, la question coloniale. Il y avait certains engagements assez vagues en réalité vis-à-vis des colonies, de la part des socialistes notamment, et de la part des communistes aussi, mais les communistes avaient pour politique de ne pas chercher à effrayer notamment le Parti radical, etc. Donc ils ne sont pas poussés dans ce sens. Mais en tout cas, le gouvernement de Front populaire ne va rien faire de sérieux sur la question coloniale dans le sens des intérêts des peuples colonisés. Il va même y avoir de la répression contre, par exemple, l'étoile nord-africaine, début 1937, qui est dissoute par le gouvernement. Donc là, clairement, il y a la nécessité de rester organisé en quelque sorte, je crois, sur cette question les questions antiracistes ou les questions anticoloniales, et
d'être vigilant sur ce que peut faire une coalition de gauche au pouvoir, parce que c'est pas parce qu'il y a une coalition de gauche qu'elle va nécessairement mener une politique antiraciste, anticoloniale, etc., si elle n'est pas sous la pression, en réalité, des mouvements sociaux, des mobilisations anticoloniales ou antiracistes. Il y a d'autres enseignements, il me semble. Par exemple, un auquel on pense pas souvent, c'est la question des médias. Il faut savoir que la très grande majorité de la presse était extrêmement hostile au Front populaire. C'était une presse privée, bon, c'est différent, c'était pas le même type de médias qu'on connaît aujourd'hui, c'était de la presse papier, c'était essentiellement, notamment une presse violemment antisémite, je suis partout, Gringoire, etc., mais aussi une presse à grand tirage, etc., mais qui était très largement hostile au Front populaire. On le voit aujourd'hui, on a un vrai problème par rapport aux médias privés, pas simplement avec l'Empire Bolloré, mais le reste des empires médiatiques sont macronistes, autour de, par exemple, BFM TV, etc. Et donc, ces médias, faut le mesurer, s'opposeront farouchement à toute expérience de gauche qui essaierait de rompre avec les politiques d'austérité néolibérale, avec les politiques productivistes, avec les politiques racistes, etc. Et donc, il y a nécessité, très certainement, d'engager, pour un gouvernement de gauche, d'engager des transformations structurelles du secteur des médias, de telle manière que les médias ne soient plus aux mains de capitalistes privés, et qu'on imagine, par exemple, un système de financement des médias qui permette de ne plus avoir la tutelle ni de l'État, et du gouvernement, ni de groupes capitalistes privés, comme on le connaît aujourd'hui, où la quasi-totalité des médias privés sont possédés par une petite poignée de capitalistes. Et une dernière chose, c'est à quel point il faut penser aussi les conditions dans lesquelles on peut transformer l'État pour justement ne pas être transformé par lui. Une des leçons, par exemple, sur la question coloniale, c'est à quel point des gens qui pouvaient professer des positions pas forcément anticoloniales, mais en tout cas favorables au peuple colonisé. Je pense au ministre des colonies du Front populaire, Marius Moutet, à quel point ils sont pris dans la bureaucratie coloniale avec tous ces administrateurs coloniaux qui sont imbus de préjugés racistes, etc. Et à quel point ils se laissent totalement absorber en réalité par cette administration coloniale. Et donc là, il y a vraiment une nécessité de réflexion, je dirais, stratégique sur comment, en fait, on prend l'État, mais en fait, souvent, on est pris par lui. Et donc, comment on le transforme pour justement ne pas être dissous en quelque sorte dans cet appareil bureaucratique qui peut en quelque sorte laminer les aspirations au changement.